Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce podcast Bleu, Blanc, Noir, podcast édition du 14 septembre 2020. Jeff Morancy qui s'installe avec vous donc pour les 30 prochaines minutes. Question de revenir un peu sur cette victoire. L'Impact de Montréal qui s'impose donc en conquérant dans l'Ouest canadien hier soir. Prenant donc la mesure de la troupe de Marc Dos Santos par la marque de 4-2. Le bleu-blanc-noir s'installe donc au 5e échelon de la conférence de l'Est dans le circuit Garber et prend du même coup une option intéressante en lien avec le championnat canadien. On sait que oui, il y a le championnat MLS, mais il y a aussi un enjeu fort important présentement qui est ce fameux championnat du côté de la MLS. Donc, grosse victoire pour la troupe de Thierry Henry hier soir du côté de Vancouver. Suite à cette défaite un peu crève-cœur face au Toronto FC, alors que Jozy Altidore nous avait cloué le bec en toute fin de rencontre. Je pense que l'Impact de Montréal voulait se sortir fort dans cette rencontre-là, voulait démontrer aux fans et se convaincre eux-mêmes de leur capacité. Et ils l'ont fait de belle façon hier soir, somme toute. Donc, quelques largesses qu'on regardera un petit peu plus tard en cours d'émission. Mais je pense que dans l'ensemble, on est obligé de donner un volet positif à cette victoire de l'Impact qui, de plus en plus, sème son identité sportive et se met également à l'assumer, cette identité-là. Donc, une identité où on veut défendre haut, une identité également où on cherche à défendre vers l'avant. Donc, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Beau bonhomme, mon Jeff, merci. J'arrive du bureau, pas le temps encore de me changer. Mais donc, on cherche vraiment à se positionner en tant que club, que formation, qui va être capable de jouer vers l'avant, de jouer haut et surtout de récupérer haut. Et on avait émis des doutes à Samuel Piette là-dessus. On doutait de ses capacités à être en mesure de jouer aussi haut, mais il est un excellent récupérateur. Il l'a bien fait hier, il l'a bien démontré et est de plus en plus à l'aise dans cette chaise qui lui ordonne de jouer donc vers l'avant. Et on le sent de plus en plus à l'aise dans cette position-là. Et hier, donc, il a inscrit Samuel Piette son premier but en MLS avec l'Impact de Montréal. Je crois qu'il était très fier de lui. Je crois que l'équipe au complet a eu un soulagement, une vague d'affection donc envers Samuel Piette. On le ressentait. Hier, c'est Vincent Détouche, je pense, qui a partagé le tweet. On a vu donc une réaction d'équipe sur le but de Samuel Piette et c'est exactement ce qu'on voulait voir. C'est ce qu'on cherche à créer chez l'Impact de Montréal et on est en train de le faire de belle façon. Alors, c'est merveilleux. Et on se construit. Je veux qu'on prenne le temps de regarder ensemble cette statistique intéressante que j'ai relevée dans cette rencontre-là parce que il y a des statistiques qui m'intéressent. Il y en a qui m'intéressent un peu moins. On parle souvent de possession et hier la possession est à l'avantage quand même de l'Impact de Montréal, mais la possession de balle, lorsqu'elle est stérile,
lorsqu'elle ne se joue pas nécessairement vers l'avant et qu'elle se déroule en arrière, elle ne sert absolument à rien. Donc, si je regarde hier la zone de jeu, on a joué 33% de la rencontre dans la zone de l'impact des Whitecaps, 45% du match dans la zone centrale et 22% dans la zone de l'Impact de Montréal. Mais la possession de la balle est à l'avantage 53-47 pour la troupe du bleu, blanc, noir. Et donc, moi, sans dire que ça me dit rien, cette statistique-là de possession, comme je disais, si cette possession-là, elle est stérile, ça sert à rien. Ça sert à rien d'avoir l'avantage si on n'a pas la créativité pour la faire déborder. Et ça, c'est super important et il faut avoir une possession, mais il faut savoir quoi faire de cette possession-là. Et hier, donc, l'avantage de la possession est à l'Impact, le total des tirs cadrés. Et ça, c'est des statistiques qu'on voit ressortir à tous les matchs, le nombre de tirs, la possession. Mais c'est des statistiques sans dire qu'ils ne veulent rien dire à mes yeux, mais si tu as la possession de balle et que tu varies, tu possèdes le ballon, tu le joues gauche-droite avec tes 4 défenseurs, de temps en temps, tu joues sur ton gardien. Oui, tu as l'avantage de la possession, mais tu brises pas de ligne, tu percussionnes pas, il n'y a rien de créatif. Donc, il y a des statistiques qui m'intéressent plus que les autres. J'en ai décortiqué 7 hier et sur ces 7 statistiques intéressantes, il y en a 6 à l'avantage de l'Impact. Donc, les grandes chances de marquer. Donc, ça, c'est important parce que dans un match, c'est ça qu'on veut voir. On veut se créer des chances de marquer et on veut déstabiliser l'adversaire. 6-2 à l'avantage de l'Impact de Montréal lors de cette rencontre-là. C'est donc dire que l'Impact de Montréal, hier, a brisé des lignes, a attaqué l'axe et également a pris des chances. On reproche souvent à l'Impact, et je suis le premier à le faire, de ne pas jouer en première intention, d'attendre, de chercher le jeu parfait, de combiner peut-être souvent une passe de trop, un dribble de trop. Hier, 6 grandes chances de marquer, mais des grandes occasions manquées, il y en a eu 2 de chaque côté et c'est la seule des statistiques qui sont intéressantes à mes yeux qui n'est pas à l'avantage de l'Impact. Donc, c'est pas grave parce que c'est des grandes occasions manquées. Alors, 2-2, je suis très à l'aise avec cette statistique-là. Sur les frappes sur le poteau, donc 1 pour l'Impact de Montréal, 0 pour les Whitecaps de Vancouver. Ça aussi, c'est une statistique qui me parle parce que lorsqu'on tente de centrer, lorsqu'on tente d'attaquer le filet adverse, de prendre des frappes cadrées et de toucher donc le cadre, c'est important. Donc les poteaux, hier, avantage à l'Impact. Contre-attaque, on sait que l'Impact a souvent été un club identifié, étiqueté comme étant un club qui jouait la contre-attaque. 4 pour l'Impact hier, 2 concédés seulement par les hommes de Thierry Henry aux Whitecaps de Vancouver. C'est donc dire que là, encore une fois, on double l'adversaire à ce chapitre-là. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour l'Impact qui est capable, donc, outre mesure, d'alterner les styles de jeu. Donc, on veut défendre haut, on veut récupérer vite et jouer vers l'avant, mais on est capable aussi de repartir en contre-attaque. Et ça, c'est bien fait parce que ça a sauvé les fesses, on va se le dire, de l'Impact à plusieurs reprises dans le passé, cette capacité de jouer sur les contres. Donc, oui, il faut s'améliorer à certains niveaux, il faut se doter d'une identité sportive, on est en train de le faire, mais il ne faut pas pour autant renier ce que le club est ou ce qu'il a déjà été et profiter de ces forces-là que le club possède. Les tirs dans la surface,
encore une fois, statistique que je trouve très intéressante puisque c'est une statistique qui me parle énormément. Donc, on a attaqué la boxe et on a pris des lancers, 12 pour l'Impact, 9 pour les Whitecaps de Vancouver. Donc, l'avantage, encore une fois, sur les tirs de la surface et à l'avantage de l'Impact de Montréal lors de cette rencontre-là. Donc, ça, c'est une statistique intéressante, encore une fois. Comme je vous disais dans le passé, on voit quoi chez l'Impact? On voit l'Impact parfois faire un contrôle de balle de trop. Une première touche de balle qui est beaucoup trop devant le joueur. On voit également une mauvaise prise de décision à dribbler un joueur, parfois trop tard, parfois un de trop, de ramener au centre alors qu'il n'y a personne. Et on l'a vu hier, alors qu'on a tenté du côté de Romel Kyoto de ramener le ballon, alors qu'on aurait été mieux de prendre une frappe. Mais les tirs de la surface hier soir, donc 12 avantages à l'Impact face à 9 pour les Whitecaps. Les tirs de l'extérieur de la surface. Un tir de loin, on est capable de prendre le gardien de but par surprise. Et hier, le gardien des Whitecaps, plus souvent qu'à son tour, a été surpris. Donc, c'est important de prendre ces tirs-là de la surface qui, souvent, vont être décochés alors que le gardien s'en attend pas, prévoit une passe. C'est important, les tirs hors de la surface. 6 pour l'Impact, ce qui n'a jamais été une force, soit dit en passant, pour l'Impact de Montréal, les tirs en dehors de la surface. Hier, on fait 1 fois et demi le résultat donc de Vancouver et avantage à l'Impact de Montréal. 7e statistique intéressante que je veux partager avec vous, c'est les arrêts, bien sûr. Les arrêts clés du gardien, 4 pour Clément Diop, alors que Assal en réalise seulement 3. Donc, l'avantage, elle était là. Et ça démontre aussi que l'avantage était dans les deux sens du terrain, autant défensivement que offensivement. Donc, c'est cette statistique qui m'interpelle énormément. Au-delà de la possession, je pense que c'est vraiment une bonne chose pour la troupe de Thierry Henry. Je veux qu'on revienne sur les cartes rouges dans ce match. Cavallini qui sort sur un rouge. On sent une frustration au sein de la formation des Whitecaps de Vancouver. Une frustration que je comprends, que je partage et que je suis en mesure de comprendre. Donc, c'est pas facile. Une saison de misère pour l'instant pour les Whitecaps, une saison à oublier. Cavallini qui est sans doute un des meilleurs éléments de cette formation-là, mais ils ont quand même quelques bons éléments au sein des Whitecaps. Donc, faut faire attention à ce genre de décision anti-sportive. Et moi, c'est le geste sur Louis Binks après l'échauffourée. Faut faire attention, faut demeurer dans le sens du sport, faut garder l'esprit sportif. Et je comprends que parfois, dans la confrontation, dans la frustration, l'intensité monte d'un cran et c'est bien correct. Mais par contre, faut faire attention à ce genre de faute. Et pour Cavallini, je pense que c'est une carte directement reliée à la frustration globale de cette saison qui, soyons francs, ne va nulle part pour les Whitecaps de Vancouver. L'autre carte rouge, elle est du côté de Maciel. J'en ai parlé pour ceux et celles qui étaient du débrief hier soir. Il y a des choses que je suis en mesure d'excuser, en mesure de pardonner. Et le geste hier de Maciel, bien que je le trouve antisportif, bien que je le trouve inutile, à un moment du match où tu mènes 4-2, c'est le genre de faute que je peux mettre sur le compte de l'inexpérience. Lors du dernier affrontement face au Toronto FC, j'avais mentionné que j'avais un problème majeur avec Camacho et avec Saphir Taider dans la prise de décision versus le statut qu'ils ont au sein de l'Impact de Montréal.
j'en reviens sur la faute de Camacho et je le sais qu'il faut en revenir, je le sais que c'est une erreur, puis tout le monde peut en commettre. Vous avez parfaitement raison. Et à partir de ce soir, je reparle plus de la faute de Camacho, je vous le promets, mais c'est juste pour imager un peu les propos que je veux tenir dans les prochains instants. Hier soir, Maciel, donc, fait une faute et je suis prêt à le mettre sur le comble de l'inexpérience. Je suis prêt à le mettre sur le comble du développement du joueur en situation de match et je pense que c'est important qu'elle se fasse ce développement-là. Mais par contre, Camacho qui commande un salaire de quoi? 3/4 million, qui est joueur important de notre charnière centrale, est un joueur bien établi, un joueur qui connaît la ligue, qui connaît le soccer, qui a énormément d'expérience. De dire, moi, je suis un défenseur central et je vais aller prendre un coup de pied arrêté sur le couloir. Déjà là, à l'égard de son statut, c'est une première erreur. De ramener ce ballon-là dans l'axe, c'est une deuxième erreur. Et de pas être assez rapide, finalement, pour venir couvrir tout ça ou s'arranger pour que la ligne défensive soit en mesure d'aller couvrir cette bourde de Camacho, c'est une troisième erreur. Et c'est une erreur que je peux pas pardonner à Camacho en égard à son statut. Comprenez-vous? Donc, la carte rouge, je suis capable de la gober. Comment je pourrais dire? Je l'endosse pas. Je suis pas d'accord avec le geste. Je pense que c'est un geste antisportif. C'est un geste inutile, surtout quand tu mènes 4-2, que le match est presque terminé, que tu n'avais aucune chance d'arriver premier sur cette course-là, que le jeu s'en allait en plus vers la ligne de touche. Donc, le danger était presque maîtrisé. Bref, c'est le genre de faute qu'on veut pas voir dans un match de la MLS, mais venant d'un jeune joueur qui arrive, on est capable d'émettre quelques latitudes à Maciel pour tout ça. Marc Dos Santos, je veux qu'on parle de lui parce que là, la soupe va commencer à être chaude. Hein? Et quand tu te bats à titre d'entraîneur-chef, sans ressources. Si tu travailles très, très fort pour une formation qui n'a aucun élément et en défense et en attaque et en milieu de terrain, on peut dire que on est en période de reconstruction. On peut dire qu'on pilote un club qui est dans une torpeur et qu'il faut visiblement amener des éléments pour faire grandir cette formation-là. Ce qui n'est pas le cas pour les Whitecaps de Vancouver, qui possèdent quand même à chacune des positions clés, donc en défensive, en milieu et en offensive, des joueurs qui devraient être en mesure quand même d'apporter quelque chose à cette formation-là. Je pense que Ali Adnan, les Whitecaps de Vancouver possèdent un des meilleurs défenseurs latéraux du circuit de la MLS présentement, avec Cavallini, qui est le meneur quand même de l'équipe canadienne à son poste, un autre bon élément. Il y a quelques bons éléments au milieu. Somme toute, rien à tout casser, mais sont capables donc d'avoir des joueurs qui devraient être en mesure de produire un certain résultat. Marc Dos Santos n'est pas en mesure d'aller chercher cette bougie d'allumage qui va entraîner une réaction positive de son collectif. Et c'est cette bougie d'allumage-là, je vais faire l'allusion à Thierry Henry, que Thierry est en train de nourrir présentement et d'alimenter. C'est cette bougie d'allumage-là, par des modifications qu'il a fait à son schéma de tactique, parfois par essai et erreur, parfois par nécessité, parfois par besoin, selon les absences, les blessures. On a réussi à trouver la formule que l'Impact devra exploiter d'ici la fin de la présente campagne pour connaître le succès. Cette formule-là,
clairement, Marc Dos Santos n'est pas en mesure de la trouver cette saison et ça pourrait finir par lui coûter son banc. Je pense que Marc Dos Santos doit rapidement trouver une solution à son problème. Et oui, il y a la blessure à Maxime Crépeau, mais ça n'explique quand même pas tout. Et clairement, quand tu vois un Ali Adnan qui sort du match et à peine 10 minutes après est lavé et assis avec ses compatriotes dans les gradins pour écouter la fin du match, je pense qu'il y a au sein de cette formation-là une pression énorme, un abcès à crever. Quand Cavallini sort sur un rouge, faudra faire attention et je pense que ça, dans le cas de Marc Dos Santos, on va commencer à marcher sur des coquilles. Donc, faudra avoir une solution dans son cas si on veut pas que ça passe au suivant. Quelques largesses de l'Impact de Montréal parce que malgré tout, on est excités. Belle victoire. On espère un sort semblable mercredi. Mais il y a quand même quelques largesses. Parce que je vous disais tantôt, les grandes occasions, les grandes chances de marquer au niveau des statistiques par l'Impact de Montréal dans cette rencontre-là sont de 6 et les grandes occasions sont de 2. Les grandes occasions manquées. Donc, l'Impact de Montréal aurait pu offrir une plus grande performance offensive lors de cette rencontre-là. J'en reviens sur le début de match. 7 premières minutes de jeu extraordinaire par l'Impact de Montréal. Mais pourtant, c'est Vancouver qui profite et la met dedans. C'est donc 1-0 autour de la 7e minute de jeu. Après ça, vient une passe grandiose de Samuel Piette. Kyoto manque sa shot. Saphir Taider manque sa shot et c'est Orji qui finalement vient marquer. Et là-dessus, je pense que Kyoto et Taider doivent la mettre au fond du filet avant même que le ballon puisse se retrouver sur Orji. Taider, à 19 minutes 30, tu dois la mettre dedans. T'as pas le choix. Tu fais 2-1 avec moins de 20 minutes à jouer. Il a manqué encore une fois une très grande chance de marquer. Et c'est ce genre de but-là qu'il faut aller chercher dans le clan de l'Impact. C'est... on tomberait présentement 2-1. Kyoto, 27e minute, j'en ai parlé tantôt. Première intention, fait un centre, mais ça passe comme dans un champ western, là, une balle de foin au ralenti. Le ballon va longer devant le filet. Le gardien était compromis, complètement plus là. Personne pour profiter de cette occasion. Ça aurait pu être 3-1. Taider, 39e minute, tu dois tirer. Si tu tires, tu la mets dedans. Hors jeu, donc 30 secondes après, c'est 4-1. Comprenez-vous, on aurait pu complètement sortir Vancouver de cette rencontre-là en première demi hier, mais on l'a pas fait. Malgré tout, on a plusieurs points positifs lors de cette rencontre-là, mais il faut faire quand même attention à ces largesses-là qui sont concédées par l'Impact de Montréal lors de ces rencontres-là. Parce que on jouera pas tous les soirs contre Vancouver et c'est pas tous les clubs qui vont nous permettre de laisser passer ces imperfections-là pour gagner des matchs. Question Twitter. Je vous demandais quelle lecture vous faites, vous, en tant que fan de cette rencontre-là de l'Impact de Montréal. Moi, je pense que, sincèrement, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Donc, oui, quelques largesses, mais on pourra pas mettre au fond du filet 100% des balles et 100% des occasions de marquer, j'en suis fort conscient. Donc, dans les circonstances, je pense que l'Impact de Montréal a connu un excellent match. Dr. Foot, et j'ai trouvé l'intervention très intéressante sur Twitter. Dr. Foot qui nous dit une anomalie de parcours. Comment, avec le même 11, ce club sans hargne
incapable d'aligner 3 passes face au Toronto FC, est capable de se transformer en un club offensif, capable de jouer en une touche et de marquer 4 buts. C'est la première partie, donc, de la lecture de Dr. Foot qui me relance finalement avec une question à savoir si c'est une anomalie de parcours. J'ai répondu à Dr. Foot comme suit, puis je vous l'ai, je vais l'approfondir avec vous dans quelques instants. Je tenterai de répondre à la première question dans le podcast en disant que l'Impact est dans un processus à s'établir une identité, ce qui explique qu'on a gagné contre Vancouver et qu'on a paniqué contre Toronto. L'Impact de Montréal est en train de se construire présentement une identité. On le dit depuis plusieurs podcasts ici. Donc, l'Impact, c'est clair maintenant, va défendre haut et va attaquer vers l'avant. On est en train de faire ça. L'Impact n'a pas un passé très glorieux. On se le cachera pas. N'a pas dans son effectif des joueurs de premier plan, comme c'est le cas dans certaines autres formations. Et l'Impact manque donc de confiance et a encore de la misère à assumer ce qu'ils sont sur le plan collectif en matière de formation et d'identité sportive. Donc, l'Impact qui travaille contre un Vancouver qui est en perdition, un Vancouver qui cherche, qui comprend pas trop comment jouer cette saison-ci, qui est pas capable de créer un lien dans cette transition-là entre Adnan, le milieu, et Cavallini devant. L'Impact, donc, est en mesure de se bâtir en cours de match une confiance. Et cette confiance-là, elle aurait pu être ébranlée hier soir, alors que l'Impact sort très fort pour 7 premières minutes de jeu et se fait marquer tôt dans le match. Donc, l'Impact aurait pu s'écraser. L'Impact ne s'est pas écrasé parce qu'on jouait contre Vancouver. Mais hier, le but qui arrive à la 7e minute de jeu, si c'est Jozy Altidore, si c'est Pozuelo, si c'est Pablo qui le met, c'est sûr que l'Impact s'écrase davantage qu'hier, alors qu'on a resté très, très combatif et en contrôle de cette rencontre-là. Et quand tu vois l'entraîneur-chef adverse, à un moment donné dans le match, faire 4 changements sur une seule séquence, là, tu dis, OK, les boys, on comprend, on a gagné le match. Et on y va avec l'énergie du désespoir dans le camp adverse. Donc, c'est un peu cette panique-là qui a pris l'Impact au moment de jouer contre TFC. Donc, est-ce que des matchs comme hier soir, on va en connaître face à Toronto, dans ce derby, dans ce duel et cette rivalité naturelle qu'on a avec Toronto? Moi, je pense que ça va arriver éventuellement. Ça sera pas pour les prochains matchs. L'Impact doit se construire une identité dans un premier temps et ils sont en train de le faire. Mais l'Impact qui entre sur le terrain contre une formation qui a dans ses rangs un Altidore, un Pozuelo, un Piatti, nommez-les, là, il y a quelques grands noms quand même chez le Toronto FC, ça déstabilise, ça déconcentre et ça sort de ton focus. Puis je comprends que c'est des joueurs professionnels puis qui doivent passer outre ça, mais la réalité, quand le soccer, là, oui, c'est un jeu technique là, et stratégique, mais c'est énormément de mental, ce jeu-là, et je pense que l'Impact est en train de se forger cette carapace-là qu'il faut pour bien se développer au sein de la MLS. Donc, qu'est-ce qui explique tout ça? Est-ce que c'est une anomalie de parcours? Je penserais pas, j'irais pas jusqu'à là. Moi, je pense que l'Impact est en voie donc de se construire et de s'assumer tranquillement, pas vite. Mais à un moment donné, ben l'Impact va se dire « Hey, groupe,
collectivement, là, c'est bien. On réalise de belles choses. On prend regardez les statistiques que je vous sortais tantôt, là. On domine sur les lancers dans la boîte. On domine sur les phases de jeu où on prend des lancers à l'extérieur de la boîte. On domine sur les frappes mis sur les poteaux, les tirs cadrés, sur les grandes occasions. Bref, on a quelque chose, comprenez-vous? J'avais un commentaire d'Olivier qui disait on voyait contre le TFC, le Jello commençait à pogner et qu'on avait envie de jouer vers l'avant avec moins de succès. Je crois que si on garde le même mindset, sans être full stacké, on peut rivaliser avec pas mal n'importe qui. Columbus sera le test. C'est sûr que le Crew de Columbus sera le gros test pour l'Impact de Montréal, alors qu'ils connaissent une excellente saison cette année. Et oui, ça va passer par le Crew de Columbus, mais j'ai moins de difficultés à jouer contre un club comme Columbus qui ne possède pas tant de grosses vedettes établies. Ce qui est tannant pour un joueur, c'est quand tu t'en vas jouer pour un club qui est en train de se construire une identité, de se bâtir une confiance, c'est d'entrer puis de dire « Ah, ce soir-là, on joue contre Zlatan. Ce soir, on joue contre Villa. On joue... » Comprenez-vous? C'est ça, c'est la notoriété de ces joueurs-là qui fait en sorte que ça devient difficile. Et je pense exactement comme Olivier. Le Jello est en train de prendre et le reste du travail, là, c'est du mindset. Et ça s'en vient. Ça s'en vient. Faut être patient. On est en train de se le construire. Et je pense que avec des matchs contre Vancouver, ça nous aide. Qu'on le veuille ou non. Vancouver est un club en déroute cette saison et faut en profiter. Faut en profiter pour mettre la main sur le dossier et construire cette fameuse confiance-là. L'autre question de Dr. Foot était, penses-tu que mercredi, Vancouver va aligner le même gardien de but? Il n'y a pas plein de choix. Et on sait que Maxime Crépeau est bientôt de retour au jeu. J'ai vu des photos passer du 10 septembre où sa main semble très bien se rétablir. On voit la progression depuis sa blessure. Donc, je pense que c'est une question de temps avant qu'on revoie Maxime Crépeau sur un terrain, donc à commencer à tranquillement, pas vite, à s'entraîner avec ses coéquipiers. Mais d'ici là, ben il faut des solutions. Il faut des solutions pour Vancouver parce que clairement, à Salle, ça ne fonctionne pas. Mais Vancouver est pris un peu au dépourvu présentement parce que on a pas énormément d'options. Meredith, qui était sur le banc donc pour les Whitecaps lors du match d'hier, c'est un seul match de jouer avec les Sounders en 2018 depuis 2013. Donc, depuis la saison 2012 où il a joué énormément, il a toujours été en substitution et a pris un seul match. Donc, de 2013 à 2020, il a pris un match. C'est en 2018. Pas sûr que le gars est en mesure d'aller chercher ce gros match-là qu'il faudra pour les Whitecaps. On sait qu'une victoire, peu importe le score, une victoire de l'Impact de Montréal, qui a les deux mains sur le volant, qui est en confiance, va garantir donc cette place au sommet en route vers le championnat canadien. Alors ça, c'est super important pour l'Impact de Montréal, mais pour les Whitecaps, c'est un match super important quand même. Tu veux pas te faire déclasser. Et il y a aussi le championnat MLS conjointement à ça, où on le sait, là, les 10 premières positions feront les séries, les 6 premiers. Et 7 à 10, il y aura donc il y aura des phases d'élimination, mais Vancouver veut être là. Vancouver veut sa place et je pense qu'avec l'alignement qu'ils ont, ils devraient être en mesure d'être là également. Donc, qu'est-ce que tu as sur le banc? Thomas Meredith, un seul match avec les Sounders en 2018. Il a joué avec les Sounders, il a fait un saut avec les Quakes, il est revenu avec les Sounders. Pilote donc
seconde, je devrais dire, le banc avec Maxime Crépeau normalement. Donc là, on a la salle. Et l'autre option, le 17 août dernier, les Whitecaps signaient Isaac Boomer, qui est donc un homegrowner, un jeune joueur. Et si je vais chercher là, les commentaires du directeur sportif Axel Schuster, il a dit là qu'il avait fait la pré-saison avec le club, travaille très fort pour se développer dans la vision de l'académie du côté de Vancouver. Et mentionnait donc, encore une fois, le directeur sportif, il a une situation unique. Et c'est une bonne opportunité pour lui pour continuer de travailler fort avec la première équipe et avec Youssef Daha, qui est l'entraîneur donc des gardiens de but avec les Whitecaps de Vancouver. Donc, est-ce qu'on pourrait, pour la rencontre de demain, faire de la place à Isaac Boomer dans l'alignement? Lui qui a signé, je vous rappelle, avec les Whitecaps de Vancouver à titre de homegrowner le 17 août dernier, son contrat. C'est tout frais. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui serait possible? J'en doute. Moi, je pense qu'on va y aller avec Assal parce que là, on va être pris avec Meredith qui est là, avec Assal qui fait pas le travail, mais on est un peu à court d'options. Mais est-ce qu'on va bouger tout ça pour faire de la place à Isaac Boomer? Ça serait le fun pour lui et peut-être que, bon, dans une cause perdue, les Whitecaps vont dire aussi bien d'y faire voir du terrain. Et, by the way, qu'est-ce que les Whitecaps, franchement, ont à perdre lors de cette rencontre-là? Je pense qu'ils devront y aller all-in. Ils n'auront pas le choix. En terminant le podcast de ce soir, et demain, on va mettre la table. On va mettre la table pour le prochain match, donc le match de mercredi face aux Whitecaps. Mais moi, ce que je veux savoir, et on va commencer à mettre la table tout de suite pour le podcast de demain, Maciel qui sort sur un rouge, qui devra prendre la place de Maciel? Est-ce qu'on fait confiance à Boyan qui est tout près d'un retour au jeu? Est-ce qu'il sera en mesure d'offrir un 90 minutes de qualité à l'Impact de Montréal? J'en doute. Alors, tu sais, on a trois choix, selon moi, si on veut pas bouger l'effectif. Puis je comprends qu'on peut bouger énormément l'effectif, mais il y a trois choix. Donc, soit qu'on met Boyan, soit qu'on y va avec Shamit Shome ou encore Amar Sedic. Sedic, pour moi, incarne donc la jeunesse, incarne le développement qu'on veut faire de nos joueurs. Je pense que ça pourrait être une option dans une formation. Je l'envoie pas si on envoie un match crucial où il faut aller battre Toronto. Je l'envoie pas dans un match où, par exemple, on veut absolument défaire le Crew de Columbus. Mais demain soir, face aux Whitecaps de Vancouver, alors qu'on cherche bien sûr, on cherche une victoire, on a besoin d'une victoire, mais c'est tellement pauvre le jeu des Whitecaps qu'on peut peut-être se permettre d'avoir un Sedic ou quitte à avoir un duo, donc Boyan-Sedic, qui pourrait faire chacun une partie du match, mais je crois que la décision logique, selon moi, serait d'y aller avec Shamit Shome, qui sera sans aucun doute le plus à l'aise dans cette position-là. Boyan le sera également, mais comme je vous dis, je pense pas qu'il soit en mesure de contribuer à 90 minutes de jeu. Donc, je pense qu'on pourrait démarrer cette rencontre-là avec Shome et faire de Boyan un super sub pour cette rencontre-là. Mais j'aurais rien à reprocher à Thierry Henry s'il décidait d'y aller donc avec Amar Sedic pour cette rencontre-là. Alors demain, gang, 20h, on met la table pour le prochain affrontement. Affrontement important pour l'Impact de Montréal qui devra trouver un verdict positif dans cette rencontre-là, mais devra tout simplement continuer
de faire croître la qualité de son jeu, continuer le développement et d'imposer donc son jeu et d'assumer donc cette nouvelle identité-là. Moi, ce que je veux voir demain, mercredi, ce que je vais regarder, ce que je vais analyser, c'est est-ce que l'Impact a bien compris son schéma? Est-ce qu'il est en mesure de reprendre là où il a laissé et de continuer à faire progresser son jeu? Donc, je vais regarder les chances, les premières intentions, les tirs de la boîte, les tirs de l'extérieur de la boîte. C'est exactement les 7 statistiques que je vous ai données tantôt. C'est ce que moi, je regarde pour le match de demain. Donc, demain soir, 20h, on reprend la barre pour mettre la table pour ce duel Whitecaps Montréal. Je vous attends demain soir, 20h. Dans quelques instants, le podcast audio sera rendu disponible. Je sais qu'il y en a énormément qui aiment encore la version audio. Donc, partagez et faites circuler ce podcast que je me plais à animer et à être avec vous. Merci d'avoir été des nôtres. On se dit à demain soir.